Bienvenue dans Monsieur Mystique Histoire d'horreur. Ce soir, nous vous présentons cet récit terrifiant et véridique de gens sauvages des Appalaches, des rencontres documentées qui vous feront douter de ceux qui survivent vraiment dans les régions montagneuses les plus isolées et oubliées d'Amérique. Ces histoires ne sont pas des légendes racontées autour d'un feu de camp, mais des témoignages recueillis auprès de rangers, d'arpenteurs et de gens ordinaires tombés sur ceux qui ont abandonné l'humanité elle-même. Nous avons recoupé chaque récit avec des rapports officiels, des bases de données de personnes disparues et des témoignages oculaires pour vous apporter les cas les plus crédibles jamais enregistrés. Les forêts ancestrales des Appalaches abritent des communautés qui existent en dehors de toute civilisation moderne. Et ce qu'elles sont devenues est bien plus terrifiant que toute légende. Si vous appréciez un contenu horrifique méticuleusement recherché, qui expose les recoins les plus sombres de la réalité, abonnez-vous à Dossier Enfoui et activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer notre prochaine enquête sur la terreur documentée. Après avoir écouté ces témoignages glaçants, partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà croisé, dans la nature, quelque chose qui défiait toute explication. Maintenant, préparez-vous, nous allons plonger dans le cauchemar documenté qui existe là où la civilisation s'arrête. Histoire 1. Le puits aux ossements. Liam, rangé depuis 14 ans, croyait avoir tout vu dans les montagnes du Tennessee. Il avait grandi à Elizabethton, à 2 pas du parc d'État de Rowan Mountain, et la forêt avait toujours été son refuge, sa salle de classe, sa seconde maison. En mars 2023, il effectuait une patrouille de nuit dans une zone interdite près de la frontière de la Caroline du Nord, un secteur où les randonneurs étaient découragés de s'aventurer en raison du terrain dangereux et de l'absence d'entretien des sentiers. Le travail était solitaire, méthodique, exactement comme Liam l'aimait. Il adorait le silence de la forêt après la tombée de la nuit, la façon dont le faisceau de sa lampe tranchait la brume qui stagnait dans les vallées, la certitude d'être seul avec la nature dans sa forme la plus pure, la plus sauvage. Le 14 mars, alors qu'il patrouillait à environ 13 km du sentier le plus proche, il remarqua quelque chose d'anormal. Des traces fraîches quittaient le chemin balisé et disparaissaient dans un ravin boisé, épais de rhododendrons et de lauriers des montagnes. Il arrêta son quad, descendit et s'accroupit pour examiner les empreintes dans la terre meuble. Elles étaient celles de pieds nus, de taille adulte, mais l'écartement des orteils était tordu, anormalement large, comme si la personne n'avait jamais porté de chaussures de sa vie. La profondeur et l'espacement suggéraient un déplacement rapide, pas la marche nonchalante d'un randonneur égaré. Un frisson d'angoisse lui traversa l'estomac. Cet instinct que 14 ans de vie sauvage avait aiguisé comme une lame. Il radio son emplacement à la centrale et les informa qu'il enquêtait sur une activité hors sentier dans le secteur 7. La réponse grésilla, reçue. Procédure standard. Rien d'anormal pour l'instant. Liam accrocha sa radio à sa ceinture et suivit les traces jusqu'au fond du ravin. La température chuta à mesure qu'il descendait, et les bruits de la forêt semblèrent s'éteindre, remplacés par un silence oppressant qui faisait de chaque craquement de branches sous ses bottes un coup de feu. Les traces le menèrent plus profond, serpentant entre d'immenses chênes et des rochers couverts de mousse, toujours vers le bas, en direction du lit de la rivière qui courait au fond du ravin. Après 20 minutes de traque minutieuse, Liam remarqua un sol perturbé devant lui, une zone où la litière de feuilles avait été méthodiquement dégagée en un cercle grossier d'environ 4,5 mètres de diamètre. En s'approchant, le faisceau de sa lampe révéla quelque chose qui le figea sur place. Un puits creusé dans la terre argileuse rouge, profond d'environ 1 mètre et large de 2. Les parois étaient rugueuses mais délibérément façonnées, comme taillées à la main ou peut-être avec rien d'autre que des mains nues et une détermination monstrueuse. Mais ce qui glaça le sang de Liam, ce furent les peaux d'animaux qui tapissaient le fond et les côtés, du cuir de cerf, principalement, mais aussi du raton laveur, de l'opossum, et ce qui ressemblait à des lambeaux de fourrure humaine. Parmi les peaux, des ossements. Des centaines, éparpillés et entassés dans les coins. Des crânes de cerf avec leurs bois encore attachés. Des cages thoraciques de petits animaux. Des fémurs qui auraient pu appartenir à n'importe quoi. L'odeur qui s'échappait du puits était insoutenable, un mélange de viande pourrie, de musc animal, et de quelque chose d'humain et de mauvais, une puanteur qui lui serra la gorge. Il se força à respirer par la bouche et se pencha avec sa lampe. C'est alors qu'il vit les objets qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Des lambeaux de vêtements, une chemise à carreaux déchirée, encroûtée de boue et de ce qui semblait être du sang. Une paire de lunettes à monture métallique, un verre brisé. Une botte de randonnée, taille 44, la semelle usée jusqu'à la corde. Et là, à moitié enterré sous un crâne de cerf, un fémur humain, l'extrémité noueuse inconfondable, même pour quelqu'un sans formation médicale.
Liam avait vu assez d'accidents de chasse, assez d'opérations de récupération de randonneurs retrouvés trop tard pour ne pas reconnaître des restes humains. Ses mains tremblèrent tandis qu'il sortait son appareil photo et commença à tout documenter. Chaque photo lui semblait être une profanation, comme s'il violait un espace sacré appartenant à quelque chose de sombre et de primitif. Adossée au côté opposé du puits se trouvait une poupée rudimentaire d'environ 45 cm de haut, faite de brindilles liées avec de la ficelle et décorée de mèches de cheveux qui semblaient trop humaines en texture et en couleur. Le visage était un morceau de bois plat avec 2 trous brûlés pour les yeux. Elle était positionnée pour surveiller le puits, comme une gardienne ou une idole. Liam ne pouvait dire laquelle. Il était si concentré à photographier la poupée qu'il faillit ne pas entendre le bruit. D'abord subtil, un léger froissement dans la canopée au-dessus de lui, le genre de bruit qu'un écureuil pourrait faire en se déplaçant de branche en branche. Puis le bruit revint, plus lourd, délibéré, juste au-dessus de sa tête. Liam se figea, le souffle coupé. Lentement, toutes ses fibres de survie hurlant de fuir, il leva sa lampe et braqua le faisceau vers les arbres. Ce qu'il vit entrait ses cauchemars pendant des années. Accroupi sur une branche épaisse à une dizaine de mètres au-dessus de lui se trouvait une silhouette. Humaine dans sa forme de base, mais fausse dans chaque détail qui comptait. Elle était squelettique, chaque côte visible sous une peau couverte de boue et striée de ce qui semblait être de la peinture ou du sang séché. La créature était nue, à l'exception d'un lambeau de tissu noué autour de la taille. Des cheveux emmêlés lui tombaient jusqu'aux épaules, épais et cordés. Et le visage. Mon Dieu, le visage était le pire. Des yeux enfoncés le fixaient avec une intensité qui n'était ni de la curiosité ni de la peur, mais quelque chose d'autre, quelque chose de calculateur et de prédateur. La bouche était légèrement entr'ouverte, révélant des dents limées ou brisées en pointes acérées. Ils se dévisagèrent pendant ce qui sembla une éternité, mais qui ne dura probablement que 5 ou 6 secondes. Puis la créature émit un son, une vocalise gutturale qui commença bas dans la poitrine et monta en un hurlement strident. Ce n'était pas un mot, pas tout à fait un cri, mais quelque chose entre les deux, porteur d'un sens que Liam sentait dans ses os, même s'il ne pouvait le comprendre. Le son résonna dans le ravin, et au loin, une autre voix lui répondit. Puis une autre. Un chœur d'appels inhumains qui semblait l'encercler. La créature bougea sur la branche, et Liam vit ses mains, des doigts trop longs, des ongles épais et jaunis comme des griffes. Elle se déplaçait avec une fluidité totalement anormale pour une anatomie humaine, des articulations pliant à des angles qui n'auraient jamais dû être possibles. Sans avertissement, elle sauta de la branche. Liam ne la vit pas atterrir. Il courait déjà. Chaque once de son entraînement, chaque protocole de maintien de sang-froid et d'évaluation des menaces, s'envola dans cet instant de panique animale pure. Il se fraya un chemin à travers les buissons, les branches lui fouettant le visage, le faisceau de sa lampe bondissant follement tandis que ses bottes luttaient pour trouver prise sur la pente raide. Derrière lui, il entendait un mouvement rapide, qui se rapprochait, mais il ne se retourna pas. Il ne pouvait pas se retourner. Son quad était toujours là où il l'avait laissé. Il s'y jeta, les mains tremblantes cherchant ses clés. Le moteur rugit, et il fonça vers le sentier principal, se moquant du bruit, ne pensant qu'à mettre de la distance entre lui et ceux qui se trouvaient dans ce ravin. Il ne ralentit qu'en atteignant le parking du poste de rangée, où les projecteurs et la vue d'autres véhicules lui permirent enfin de respirer à nouveau. Liam resta assis dans le parking pendant 10 minutes, essayant de se reprendre avant d'entrer. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il attrapa sa radio et appela des renforts. Sa voix lui semblait étrange, trop aiguë, trop rapide. Il se força à ralentir, à parler clairement en décrivant ce qu'il avait trouvé. La centrale confirma l'envoi de 2 rangers supplémentaires et le contact avec les forces de l'ordre local. On lui ordonna d'attendre au poste. Les renforts arrivèrent 40 minutes plus tard. Liam les mena sur les lieux, cette fois avec 3 rangers et 2 adjoints du shérif du comté, tous armés, tous sceptiques quant à son histoire de créature dans les arbres. Mais leur scepticisme s'évapora lorsqu'ils virent le puits. Les adjoints appelèrent immédiatement la police scientifique, et la zone fut cordonnée avec du ruban de scène de crime. Liam regarda tandis qu'il photographiait tout, mettait les preuves en sac, prélevait des échantillons de terre autour des os. Mais lorsqu'ils cherchèrent des traces autour du puits, des signes de la créature qu'il avait vue, ils ne trouvèrent rien. Aucune empreinte de pas, à part les siennes et les traces de pieds nus qu'il avait suivies. Aucune branche brisée par une chute d'arbre. Aucune indication que quelqu'un avait été là, à part le puits lui-même. L'un des adjoints suggéra que Liam s'était effrayé lui-même,
que l'isolement et la nature troublante de sa découverte lui avaient fait voir des choses qui n'existaient pas. Les autres rangers ne dirent rien, mais Liam pouvait voir le doute dans leurs yeux. La police scientifique mit 3 jours à tout analyser. Les os furent envoyés aux médecins légistes de l'État à Nashville. La plupart furent confirmés comme étant des restes d'animaux, des cerfs et de petits mammifères. Rien d'anormal pour une zone sauvage. Mais le fémur était bien humain, et les dossiers dentaires finirent par l'identifier comme appartenant à Marcus Webb, un ouvrier du bâtiment de Johnson City disparu en randonnée près de Carvey's Gap en 2021. Ces restes n'avaient jamais été retrouvés, et l'affaire était classée sans suite. Les lambeaux de vêtements et la botte appartenaient à 2 autres personnes disparues, lors d'incidents séparés par des années. L'enquête fut officiellement classée comme preuve d'activité humaine férale, une désignation que Liam apprit être plus courante que le public ne le pensait. 2 jours après le rapport de la police scientifique, une équipe de l'Agence des ressources phoniques du Tennessee démantela le puits. Ils parlèrent de mesures de sécurité, d'élimination d'une contamination potentielle dans une zone sauvage. Le site fut comblé avec de la terre fraîche et recouvert de feuilles et de branches jusqu'à ce qu'il ressemble à n'importe quel autre coin de forêt. Aucune enquête de suivi ne fut lancée. Aucune battue ne fut organisée. Le communiqué officiel diffusé aux médias locaux mentionnait simplement que des preuves de camping non autorisées avaient été trouvées et retirées conformément au règlement du parc. Liam garda une copie du rapport de police scientifique dans un tiroir verrouillé de son bureau. Il commença à suivre chaque affaire de personnes disparues dans la région, chaque disparition inexpliquée dans un rayon de 80 km autour de Rowan Mountain. La liste était plus longue qu'il ne l'aurait cru, plus longue que quiconque ne l'aurait cru. La semaine dernière encore, un autre ouvrier du bâtiment avait disparu près de Carvey's Gap, la même zone où Marcus Webb avait été vu pour la dernière fois. Le camion de l'homme fut retrouvé abandonné au départ du sentier. Son téléphone et son portefeuille étaient toujours à l'intérieur. Aucun signe de lutte, rien. Les recherches et sauvetages avaient cherché pendant 5 jours avant d'abandonner en raison du mauvais temps. Liam sait ce qu'il a vu dans ces arbres cette nuit-là. Il sait que la créature n'était pas une hallucination, pas un jeu d'ombre et de peur. Il a vu trop de choses depuis. Trouvé trop de signes, lors de ses patrouilles, de choses vivant dans les profondeurs des bois, qui ne veulent pas être trouvées. Il prend désormais des précautions supplémentaires lors des patrouilles de nuit, il fait un check-in toutes les 30 minutes, n'enquête jamais seul, et jamais, en aucune circonstance, ne s'écarte du sentier après la tombée de la nuit. Il demanda une mutation vers un autre parc, quelque part de plus plat, avec moins d'arbres et plus de soleil. Mais la demande fut refusée en raison des pénuries de personnel. Alors Liam continue ses patrouilles, continue son travail, et essaie de ne pas penser au cœur de voix qui avait répondu à ce premier appel guttural. Il essaie de ne pas se demander combien d'entre eux rôdent dans les ravins et les vallées, survivant de manière que l'humanité a abandonné il y a des millénaires. Il essaie de ne pas calculer combien de randonneurs disparus ont pu finir dans des puits comme celui qu'il a découvert, leurs affaires éparpillées parmi des os d'animaux, leurs sorts inconnus et non investigués. Mais surtout, il essaie d'oublier la façon dont cette créature l'a regardé depuis les arbres, avec des yeux emplis d'une intelligence terrible et d'une faim qui allait bien au-delà de la simple nourriture. Car Liam comprend maintenant ce que 14 ans en forêt n'avait pas pu lui apprendre avant ce moment, il y a des choses, dans les anciennes montagnes des Appalaches, qui n'ont jamais vraiment été humaines, ou peut-être qui l'ont été avant de devenir autre chose. Quelque chose qui prospère dans les endroits où la civilisation n'a jamais atteint et n'atteindra jamais. Et elles observent les sentiers. Elles observent les rangers. Elles observent tout le monde qui s'aventure trop profondément sur leur territoire. Il garde désormais son arme de service chargée. Même si les règlements l'interdisent, sauf dans des circonstances spécifiques, il se dit que si on lui demande pourquoi, il parlera du puits, de la créature dans les arbres, des voix dans l'obscurité. Mais il sait qu'on ne lui posera pas la question, car poser la question signifierait reconnaître ce que tout le monde dans le service des parcs sait déjà, mais refuse de dire à voix haute, les montagnes ont toujours gardé leurs secrets, et certains secrets sont faits pour rester enterrés dans les profondeurs des bois, là où ils appartiennent. Histoire 2. Les pleurs dans le brouillard. Noah travaillait comme arpenteur pour le service forestier des États-Unis depuis 7 ans, assez longtemps pour être à l'aise avec les missions en solo en pleine nature, mais pas assez pour avoir perdu son respect pour la sauvage. Fin octobre 2022, on lui confia une expédition de cartographie de 3 jours dans la zone sauvage de Cranberry, en Virginie occidentale, une vaste étendue de forêts primaires et de tourbières de haute montagne largement épargnée par le développement humain.
La mission était simple, mettre à jour les données topographiques pour une série d'extensions de sentiers proposées près du mont Fenwick et documenter tout changement dans les cours d'eau depuis le dernier relevé en 2015. Noah se rendit au départ du sentier un mercredi matin, son camion chargé d'équipements d'arpentage, de matériel de camping et de suffisamment de provisions pour 4 jours, au cas où le mauvais temps retarderait sa sortie. La météo annonçait un ciel dégagé et des températures anormalement douces pour la saison, des conditions parfaites pour le travail de précision qu'il devait accomplir. Il s'enregistra au poste de rangée, déposa son itinéraire et s'enfonça dans la forêt avec la confiance de quelqu'un qui l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Le premier jour se déroula exactement comme prévu. Noah établit son camp de base dans une petite clairière près de la confluence de 2 ruisseaux, à environ 10 km du sentier entretenu le plus proche. Il monta sa tente, organisa son équipement et passa les dernières heures de lumière du jour à prendre des mesures initiales et à marquer des points de référence avec des piquets signalétiques. La forêt était silencieuse, à l'exception des bruits habituels du vent dans les arbres et des appels occasionnels d'oiseaux. À la tombée de la nuit, Noah prépara un repas simple sur son réchaud de camping, prit quelques notes dans son carnet de terrain et se coucha tôt pour être prêt pour une journée complète de travail le lendemain. La deuxième nuit changea tout. Un brouillard épais descendit du mont Fenwick juste après le coucher du soleil. Bas et dense, d'une manière qui semblait avaler tous les sons et les distances. Noah avait déjà vu du brouillard de montagne. Mais celui-ci était différent. Plus lourd, presque oppressant dans son omniprésence. La visibilité tomba à moins de 10 mètres. Et même avec sa lampe frontale, il pouvait à peine voir au-delà du périmètre immédiat de son campement. Il s'assit dans sa tente, la porte partiellement ouverte, écoutant le silence absolu que le brouillard avait apporté avec lui. C'est alors qu'il entendit les pleurs pour la première fois. D'abord faible, quelque part au nord-est, un son qui aurait pu être confondu avec le vent dans les rochers ou l'appel d'un animal lointain. Mais en écoutant plus attentivement, Noah reconnut le rythme inconfondable, ce étaient des sanglots. Le genre de pleurs qui viennent d'une détresse émotionnelle profonde, montant et descendant en vagues de chagrin. Sa première pensée fut qu'une personne était perdue, peut-être un randonneur qui s'était égaré et paniquait dans le brouillard. Il attrapa sa lampe torche et sortit de sa tente, appelant dans l'obscurité « Bonjour. Avez-vous besoin d'aide? Je suis arpenteur pour le service forestier. Appelez si vous m'entendez. » Les pleurs s'arrêtèrent immédiatement. Coupés si brusquement que Noah se demanda s'il les avait imaginés. Il attendit, écoutant, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Rien. Juste le brouillard et le silence qui pesaient de tous côtés. Il appela à nouveau, plus fort cette fois, sa voix sonnant étouffée et étrange dans l'atmosphère dense. Toujours rien. Noah resta là plusieurs minutes, incertain de la marche à suivre. Chaque protocole qu'il connaissait lui disait d'enquêter pour aider toute personne en détresse. Mais quelque chose dans la façon dont les pleurs s'étaient arrêtés si soudainement faisait hurler ses instincts de rentrer dans sa tente. Il fit un compromis en marchant lentement en cercle autour de son campement, s'étendant sur environ 50 mètres dans chaque direction, appelant et écoutant. Le brouillard rendait impossible de voir à plus de quelques mètres devant lui. Il marqua soigneusement son chemin pour éviter de se désorienter. Il ne trouva rien. Aucun signe de passage humain, aucune trace, rien pour indiquer que quelqu'un avait été près de son camp. Après 30 minutes de recherche infructueuse, Noah retourna dans sa tente et essaya de se convaincre que c'était un animal, peut-être un renard ou un lynx roux. Ils pouvaient produire des sons étonnamment humains lorsqu'ils étaient en détresse. Il avait presque réussi à se calmer lorsque les pleurs recommencèrent, beaucoup plus près cette fois, peut-être à 20 ou 30 mètres de sa tente. Ils étaient plus forts maintenant, plus distincts, indéniablement humains dans leur articulation. Pas seulement des pleurs, mais des mots mêlés, bien que Noah ne puisse pas distinguer ce qui était dit. Il attrapa sa radio pour appeler le poste de rangée, mais tout ce qu'il obtint fut des parasites. Le brouillard devait interférer avec le signal, ou il était trop profondément enfoncé dans le terrain pour la transmission. Il était seul. Les pleurs continuèrent pendant l'heure suivante, se déplaçant en un lent cercle autour de son campement. Parfois à sa gauche, parfois derrière lui, parfois si près que Noah était convaincu que quelqu'un se tenait juste au-delà du cercle de lumière de sa lampe torche. Mais chaque fois qu'il braquait sa lumière vers le son, il n'y avait rien que le brouillard et les formes sombres des arbres. Il resta éveillé toute la nuit, assis à l'entrée de sa tente, une lampe torche dans une main et un couteau dans l'autre, écoutant ce son terrible se déplacer dans l'obscurité. Lorsque l'aube arriva enfin et que le brouillard commença à se lever avec les premiers rayons du soleil, les pleurs s'arrêtèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé.
Noah ne fit aucune tentative de travail ce matin-là. Il était épuisé, les nerfs à vif, profondément perturbé par les événements de la nuit. Mais il était aussi un professionnel et avait un travail à accomplir. Il se dit qu'il terminerait son travail d'arpentage et partirait un jour plus tôt. Il devait juste recueillir quelques points de données supplémentaires le long du ruisseau supérieur, peut-être 2 heures de travail, puis il pourrait faire ses bagages et s'en aller. C'est alors qu'il vit les empreintes de pas. Elles étaient des traces de pieds nus dans la boue molle le long de la berge du ruisseau, de taille adulte mais étrangement formées, avec des orteils allongés qui laissaient de profondes entailles dans la terre. Les traces faisaient plusieurs fois le tour de sa tente, s'approchant à quelques centimètres de sa porte avant de s'écarter. Noah sentit son estomac se nouer en suivant les traces des yeux. Les empreintes étaient partout, des dizaines d'entre elles, montrant que quelque chose avait passé des heures à marcher autour de son campement pendant qu'il était terrifié dans sa tente. Mais ce qui glaça son sang fut la réalisation que les traces n'étaient pas seulement près de sa tente. Elles menaient en amont, dans la direction exacte où il avait prévu de travailler ce matin-là. Noah les suivit, oubliant son arpentage, poussé par le besoin de comprendre ce qui s'était passé. Les traces continuèrent le long du ruisseau sur près de 400 mètres avant de tourner brusquement dans la forêt. Noah hésita à ce moment-là, chaque instinct lui disant de faire demi-tour. Mais la curiosité et un étrange sentiment de compulsion le poussèrent en avant. Les traces le menèrent à un puits. Il était creusé dans le sol au pied d'un immense sapin baumier, profond d'environ 1,20 m et large de 1,50 m. Les côtés étaient taillés avec des outils rudimentaires ou des mains nues. Le fond était tapissé de peaux d'animaux, principalement du cerf et de l'ours, ainsi que des os qui avaient été nettoyés et disposés en motifs délibérés. Parmi les peaux se trouvaient des objets qui n'avaient clairement pas leur place dans une zone sauvage, un sac à dos taché, une veste de femme avec les manches arrachées, une bouteille d'eau écrasée et une botte de randonnée couverte de boue séchée. Noah recula du puits, le cœur battant dans sa poitrine. Il sortit son appareil photo et prit plusieurs photographies, les mains tremblant si fort qu'il n'était pas sûr que l'une d'elles serait nette. C'est alors qu'il faillit marcher sur les poupées. Elles étaient disposées en un cercle parfait autour du puits. 12 au total, chacune faite de brindilles liées avec de la ficelle et décorée de mèches de cheveux. Les cheveux semblaient humains, de différentes couleurs et textures, comme si chaque poupée représentait une personne spécifique. Les visages étaient des morceaux de bois brut avec des trous brûlés pour les yeux, et chacune d'elles était positionnée pour faire face vers l'intérieur, surveillant le puits. Noah trébucha en arrière et tomba, son appareil photo lui échappant des mains. Alors qu'il se relevait précipitamment, le brouillard reviendra, d'une manière impossiblement rapide, un mur blanc qui semblait dévaler la montagne avec une vitesse surnaturelle. En quelques secondes, la visibilité tomba à presque rien. Et puis les pleurs recommencèrent. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il y avait plusieurs voix maintenant, au moins 3 ou 4, peut-être plus, toutes sanglotant et hurlant en chœur, un son qui résonnait dans le brouillard de toutes les directions. Mais le pire était que les pleurs semblaient intentionnels, coordonnés, comme un groupe de personnes communiquant à travers leur chagrin. Les sons se déplaçaient, tissant à travers les arbres selon des schémas qui semblaient encercler Noah, coupant certaines directions et ne laissant qu'un seul chemin ouvert. Il vit des mouvements à travers le brouillard. Plusieurs silhouettes, courbées et se déplaçant parallèlement à lui à travers les fourrés de rhododendrons qui poussaient épais dans cette partie de la forêt. Elles restaient juste hors de vue claire. Des silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient, toujours en train de regarder, toujours en mouvement. Noah courut. Il se moquait de son équipement d'arpentage, de sa tente, de ses provisions ou de quoi que ce soit d'autre que de sortir de cette forêt. Il se fraya un chemin à travers les buissons, les branches déchirant sa veste, les racines essayant de le faire trébucher à chaque pas. Les pleurs le suivaient, parfois devant, parfois derrière, une présence constante qui ne le laissait jamais oublier qu'il était poursuivi. Il essaya de se rappeler le chemin du retour vers le sentier, mais le brouillard l'avait complètement désorienté. Chaque arbre semblait identique, chaque pente la même, et la panique remplaçait rapidement toute pensée rationnelle. Il courut pendant ce qui lui sembla des heures, mais qui était probablement seulement 20 ou 30 minutes, ses poumons brûlants, ses jambes menaçant de lâcher. Puis, miraculeusement, il perça une ligne d'arbres et se retrouva sur un sentier entretenu. Pas son point d'entrée original, mais un sentier néanmoins, marqué des balises blanches familières du service forestier. Il le suivit en descente, se déplaçant aussi vite que son corps épuisé le permettait, ne s'arrêtant que lorsqu'il vit la vue bénie d'un parking de poste de rangée. Un ranger sortait juste de son camion lorsque Noah tituba dans la zone de parking. L'homme jeta un coup d'œil au visage de Noah,
pâle et strié de sueur, ses vêtements déchirés et couverts de bardanes, et appela immédiatement des secours. Noah essaya d'expliquer ce qui s'était passé, mais ses mots sortirent confus et incohérents. Le ranger l'aida à entrer, lui donna de l'eau et appela une équipe de secours pour enquêter. 2 heures plus tard, une équipe de 4 personnes revint du campement de Noah avec son équipement et sa tente. Ils avaient trouvé tout exactement comme Noah l'avait laissé, mais ils avaient aussi trouvé le puits. Le ranger qui dirigeait l'équipe confirma qu'ils avaient photographié et documenté tout avant de le combler. Parmi les objets récupérés dans le puits se trouvaient des effets personnels de 2 randonneurs disparus dans la zone sauvage de Cranberry en 2019 et 2020. Il y avait aussi des vêtements d'un 3e individu qui n'avait jamais été signalé disparu, une femme dont l'identité resta inconnue. Mais lorsque Noah demanda à propos des poupées, des pleurs dans le brouillard, des silhouettes qu'il avait vues se déplacer entre les arbres, les rangers s'échangèrent des regards qui lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il n'avait vu aucune poupée. Il n'avait entendu aucun son autre que la faune normale de la forêt. Les traces de pieds nus qu'il avait décrites n'étaient pas visibles lorsqu'ils étaient arrivés sur les lieux. Un ranger suggéra que l'isolement et le stress du travail en solo, combinés au brouillard inhabituel et à la découverte troublante du puits, avaient peut-être causé à Noah des hallucinations auditives et visuelles. Ce n'était pas rare, dirent-ils, que les gens voient des choses dans la nature sauvage sous une pression psychologique extrême. Noah ne discuta pas avec eux. Il prit le rapport d'incident qu'ils lui donnèrent, signa les papiers nécessaires et rentra chez lui à Somerset, où il vivait depuis les 3 dernières années. Il ne retourna jamais dans la zone sauvage de Cranberry. Il demanda une mutation dans un autre district, et lorsque celle-ci fut refusée, il quitta complètement le service forestier. Il prit un emploi dans une scierie, travaillant à l'intérieur sous des lumières fluorescentes et des sols en béton, avec les sons réconfortants des machines et des voix humaines. Mais il garda des copies des photographies qu'il avait prises, celles que les rangers disaient ne montraient rien d'anormal. Lorsque Noah regardait ces images tard dans la nuit, incapable de dormir, il pouvait voir des choses en arrière-plan qui n'auraient pas dû être là. Des formes dans le brouillard trop régulières pour être des arbres, trop humaines dans leur posture pour être rejetées comme des ombres. Et sur une photographie prise juste avant qu'il ne lâche son appareil, il y avait un visage dans le coin inférieur droit, partiellement obscurci par la brume, mais clairement visible si l'on savait où regarder, un visage qui le regardait avec des yeux qui ne montraient ni malice ni compassion, mais quelque chose de bien pire, une indifférence totale à la souffrance humaine. Noah pense parfois à ce visage lorsqu'il entend des alertes de brouillard dans les prévisions météo, lorsqu'il voit les montagnes au loin depuis la fenêtre de son appartement. Il pense aux 2 randonneurs dont les affaires ont été trouvées dans le puits, à la femme inconnue dont les vêtements s'y trouvaient aussi. Il se demande ce qui leur est arrivé. Si les pleurs qu'il a entendus étaient leur voix ou quelque chose d'autre. Quelque chose qui utilisait leur voix pour attirer d'autres personnes dans les profondeurs des bois. Le pasteur qui avait dirigé les funérailles de son père lui avait dit un jour qu'il y a des choses dans les anciennes montagnes qui précèdent la compréhension humaine. Des choses qui étaient là avant les premiers colons et qui seront là longtemps après que le dernier humain sera parti. Noah n'y avait jamais cru, jusqu'à ce qu'il passe 2 nuits dans la zone sauvage de Cranberry. Maintenant, il sait mieux. Maintenant, il garde ses distances avec les lieux sauvages et met en garde son neveu, qui parle de devenir rangé, de jamais camper seul dans les vallées profondes où le brouillard roule épais et où les pleurs commencent après la tombée de la nuit. Histoire 3. Le cercle de la nuit. Ethan était un photographe animalier d'Asheville, spécialisé dans la capture de la beauté naturelle et du comportement des animaux des Great Smoky Mountains. En 6 ans de travail professionnel, il s'était construit un portfolio respectable, présenté dans des magazines de plein air et des sites de conservation. Il préférait travailler seul, croyant que l'observation solitaire permettait de saisir les moments les plus authentiques et non surveillés de la nature. En juin 2024, il planifia une expédition de 4 jours dans une section reculée près du sentier Chimney Top, loin des zones touristiques, avec pour objectif spécifique de photographier des ours noirs pendant leur saison d'alimentation estivale. Ethan entra dans l'arrière-pays le 18 juin avec environ 27 kg d'équipement photographique, de matériel de camping et de provisions. Il obtint les permis nécessaires auprès du service des parcs nationaux et déposa son itinéraire au poste de rangée, une procédure standard pour la photographie en solo dans la nature sauvage. La section qu'il prévoyait d'explorer se trouvait à plusieurs kilomètres du système de sentiers entretenus, accessible uniquement en se faufilant à travers une forêt dense et en naviguant sur un terrain escarpé qui décourageait les randonneurs occasionnels. C'était exactement le genre d'environnement pristine et non perturbé où la faune prospérait et où Ethan produisait son meilleur travail. Il établit son camp de base dans une petite clairière entourée de vieux émocs,
avec une source d'eau fiable provenant d'un ruisseau alimenté par une source à environ 50 mètres de là. Le premier jour se passa sans incident. Ethan passa les heures à photographier divers sujets, un faucon à queue rousse chassant depuis un arbre mort, des fleurs sauvages en fleurs, les motifs complexes de lichens sur des faces rocheuses ancestrales. Il vit des signes d'ours, des excréments frais et des marques de griffes sur les arbres, mais il n'en rencontra aucun directement, ce qui n'était pas inhabituel. Les ours étaient des créatures méfiantes qui évitaient généralement la présence humaine. Le deuxième soir, le 19 juin, Ethan remarqua la première anomalie. Il avait suspendu sa réserve de nourriture selon les protocoles de sécurité contre les ours, à 4,5 mètres du sol et à 2 mètres du tronc. Lorsqu'il la vérifia le lendemain matin, la corde avait été partiellement coupée, non rongée comme un animal l'aurait fait, mais tranchée avec quelque chose de tranchant. Le sac avait été descendu et fouillé, bien que rien n'ait été pris. La perturbation était méthodique, presque curieuse, et elle le troubla d'une manière que les interférences animales n'avaient jamais fait. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur la forêt, il entendit des vocalises résonner dans la vallée. Elles étaient différentes de tous les sons d'animaux qu'il connaissait, et Ethan avait passé des années à se familiariser avec les signatures acoustiques de la faune des Appalaches. Celles-ci étaient rythmiques et délibérées, montant et descendant en tonalité, presque comme une conversation menée entre plusieurs locuteurs positionnés à différents endroits dans la forêt environnante. Les sons commençaient, continuaient pendant 30 secondes environ, puis s'arrêtaient brusquement avant de reprendre quelques minutes plus tard depuis un autre endroit. Ethan enregistra les vocalises sur son équipement audio numérique, pensant qu'il pouvait s'agir d'une espèce d'oiseau rare ou peut-être de coyote avec des cris inhabituels. Mais lorsqu'il écouta les enregistrements à travers ses écouteurs, il entendit quelque chose sous les sons évidents, une fréquence plus basse qui ressemblait de manière troublante à une parole humaine déformée. Il se dit que c'était de la pareidolie, la tendance humaine à percevoir des motifs et un sens dans des stimuli aléatoires. Mais cette explication n'apaisa pas la tension qui montait dans sa poitrine. Le matin du 21 juin, son troisième jour dans l'arrière-pays, Ethan découvrit des empreintes de mains dans la boue près de sa source d'eau. Il avait marché sur ce chemin vers le ruisseau plusieurs fois au cours des jours précédents, et les empreintes n'y étaient pas avant. Elles étaient humaines dans leur forme de base, mais fausses dans chaque détail qui comptait. Les paumes étaient allongées, les doigts trop longs, et se terminant par ce qui semblait être des ongles épais en forme de griffes qui avaient laissé de profondes entailles dans la terre molle. Les empreintes étaient fraîches, faites à un moment donné pendant la nuit alors qu'Ethan dormait à moins de 50 mètres de là. Il photographia extensivement les empreintes en utilisant un bouchon d'objectif comme référence d'échelle, les documentant sous plusieurs angles. En tant que photographe professionnel habitué à travailler dans des zones sauvages reculées, Ethan avait développé un respect sain pour les situations dangereuses, et chaque instinct qu'il possédait hurlait maintenant qu'il n'était pas seul, et que ceux qui partageaient cette forêt avec lui ne se comportaient ni comme un humain ni comme un animal qu'il avait jamais rencontré. Pourtant, il était prévu de rester une nuit de plus, et la partie rationnelle de son esprit argumentait contre l'abandon de son expédition en raison de sons étranges et de traces inhabituelles. Cette décision, née de la fierté professionnelle et d'une détermination obstinée, était celle qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Dans la nuit du 21 juin, son troisième soir dans l'arrière-pays, Ethan se réveilla au son d'une respiration juste à l'extérieur de sa tente. Elle était lente et délibérée, chaque inspiration humide et rauque, chaque expiration portant un léger sifflement, comme si la personne respirait à travers des voies respiratoires endommagées. Il resta complètement immobile dans son sac de couchage, le cœur battant si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. Lentement, silencieusement, Ethan tendit la main vers sa lampe torche. La respiration continua, régulière et patiente, juste au-delà du mince tissu en nylon qui le séparait de ce qui était dehors. Il appuya sur le bouton d'allumage de sa lampe et dirigea le faisceau vers la paroi de la tente où le son était le plus fort. La lumière traversa suffisamment le tissu pour créer une silhouette, et ce qu'Ethan vit lui coupa le souffle. La créature était grande, peut-être 2 mètres, mais voûtée dans une posture qui était totalement fausse pour l'anatomie humaine. La tête était trop grosse, ou peut-être les cheveux étaient-ils si emmêlés et volumineux qu'ils donnaient cette illusion de taille. Les épaules étaient étroites, les bras trop longs, pendant bien au-delà de l'endroit où les genoux auraient dû se trouver. Elle se tenait complètement immobile lorsqu'elle fut éclairée. Pas surprise ou réactive, juste immobile, comme si la lumière ne signifiait rien pour elle. Puis il entendit des reniflements, de longues inspirations alors que la créature se rapprochait du tissu de la tente. Elle le sentait. Ethan réalisa avec horreur qu'elle apprenait son odeur. Le reniflement descendit vers la base de la tente, et Ethan entendit des grattements,
des ongles ou des griffes traînant sur le nylon. Pas encore en train de déchirer, mais testant, explorant. Il voulait crier, hurler pour qu'elle s'en aille. Mais un instinct de survie primitif le maintint silencieux. Faire du bruit semblait pouvoir déclencher une attaque, transformer cette investigation en quelque chose de violent. La créature commença à faire le tour de la tente. Ethan suivit ses mouvements par le son, les pas traînant dans la litière de feuilles, la respiration qui ne changeait jamais de rythme. Elle fit un tour complet, puis un autre, se déplaçant lentement et délibérément. Chaque passage apportait de nouveaux sons. Plus de reniflements le long des coutures de la tente, des grattements sur les fermetures éclairs, quelque chose est entraîné sur le sol qui raclait contre les rochers avec un son comme de l'os sur la pierre. Puis les chuchotements commencèrent. Au début, Ethan pensa les imaginer, que la peur provoquait des hallucinations auditives. Mais alors que la créature continuait son circuit autour de sa tente, les chuchotements devinrent plus distincts. Ils n'étaient pas en anglais, ou si c'était le cas, les mots étaient si déformés et mal prononcés qu'ils devenaient sans signification. Les sons étaient gutturaux, rauques, répétitifs, comme quelqu'un essayant de parler avec un larynx endommagé, ou peut-être quelqu'un qui avait oublié comment fonctionnait la parole humaine et essayait de s'en souvenir. Le cercle continua pendant ce qui sembla des heures, mais qui était probablement plus proche de 90 minutes. Ethan resta rigide dans son sac de couchage, n'osant pas bouger, à peine osant respirer. Les piles de sa lampe torche s'épuisaient, le faisceau devenant de plus en plus faible, et il savait que lorsque la lumière s'éteindrait complètement, il serait laissé dans l'obscurité absolue avec quelque chose d'inhumain faisant le tour de sa tente. La pensée était insupportable, mais il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et espérer que le lever du soleil mettrait fin à ce cauchemar. Enfin, alors que les premières lueurs grises de l'aube commençaient à filtrer à travers le tissu de la tente, les pas et les chuchotements s'arrêtèrent. Ethan attendit encore 30 minutes, écoutant attentivement avant d'oser regarder dehors. Il ouvrit lentement la fermeture éclair de sa tente, le son des dents de la fermeture lui semblant impossible bruyant dans le calme du matin. Il sortit la tête et regarda autour de la clairière. Les créatures avaient disparu, mais les preuves de leur présence restaient. Des traces faisaient le tour de sa tente en plusieurs chemins qui se chevauchaient. Les mêmes empreintes de mains et de pieds allongés qu'il avait vues près du ruisseau. Dans la terre près de l'entrée de sa tente, disposée en un motif délibéré, se trouvaient des objets, un crâne de cerf, plusieurs petits os, un oiseau mort les ailes déployées, et au centre, une poupée rudimentaire faite de bâtonnets tordus liés avec de la ficelle et décorée de plumes noires. Ethan ne prit pas le temps de photographier la scène. Il fit ses bagages avec des mains tremblantes, fourrant les objets dans son sac à dos sans se soucier de l'organisation ou de la précaution. Son équipement photo coûteux, normalement traité avec révérence, fut jeté n'importe comment. Il leva le camp en moins de 15 minutes et commença à marcher vers le système de sentier principal, se déplaçant aussi rapidement que le terrain et son lourd sac le permettaient. Alors qu'il gravissait la crête qui le mènerait de retour au sentier Chimney Top, Ethan fit l'erreur de regarder en arrière. Elles étaient là, sur la crête opposée, alignées juste en dessous de la limite des arbres où les premiers rayons du soleil matinal commençaient à atteindre. Il en compta cette silhouette distincte, bien qu'il y en ait peut-être eu plus dans l'ombre. Elle ne le suivait pas, ne le poursuivait pas, elle l'observait simplement. Même à une distance de plusieurs centaines de mètres, il pouvait sentir le poids de leur attention, pouvait voir qu'elles se tenaient anormalement immobiles, comme des statues plutôt que des créatures vivantes. Ethan ne s'arrêta pas avant d'atteindre le sentier principal, où il rencontra un groupe de randonneurs d'un jour se dirigeant vers Chimney Top. La vue d'autres personnes, de la civilisation et de la normalité, le fit presque fondre en larmes. Il randonna jusqu'au départ du sentier et conduisit directement au poste de rangée près du centre des visiteurs de Sugarland. Le ranger qui prit son rapport fut professionnel et compatissant, mais finalement dismissif. Elle suggéra qu'Ethan avait rencontré des squatteurs locaux ou des sans-abri qui vivaient parfois dans les sections reculées du parc. Lorsqu'il mentionna les vocalises et les sons chuchotés, elle les attribua à des animaux et aux trucs acoustiques que les montagnes pouvaient jouer sur l'oreille humaine. Elle le remercia pour le rapport et l'assura qu'il serait archivé, mais Ethan pouvait voir dans ses yeux que rien n'en sortirait. Il ne retourna jamais photographier dans des zones reculées seul. En l'espace de 2 mois après son expérience, Ethan vendit la plupart de son équipement de camping et se concentra sur des randonnées d'une journée sur des sentiers très fréquentés. Il travaille maintenant principalement dans des centres de réhabilitation de la faune et des réserves naturelles où il peut rentrer chez lui chaque soir. Son sommeil est toujours troublé par des cauchemars où il entend une respiration dehors, devant sa fenêtre de chambre, et des mots chuchotés dans des langues qu'il ne comprend pas.
Les enregistrements audio et les photographies de cette expédition restent sur son disque dur, mais il ne les a jamais publiés ni partagés avec qui que ce soit, à part les rangers du parc. Parfois, tard dans la nuit, lorsqu'il ne peut pas dormir, il ouvre les fichiers et étudie les images de ses empreintes de main, essayant de réconcilier ce qu'il sait de l'anatomie humaine avec les preuves capturées par son appareil photo. Il pense aux créatures qu'il observait depuis la crête, à leur patience, à leur absence de peur. Il se demande combien d'autres photographes et randonneurs ont eu des rencontres similaires qui n'ont jamais été signalées ou ont été rejetées comme de l'imagination et de la peur. Et il se demande ce que ces choses veulent, si elles sont curieuses, territoriales, ou quelque chose d'autre que la psychologie humaine ne peut pas comprendre. Mais surtout, il essaie de ne pas y penser du tout. Il essaie d'oublier la nuit où il a été encerclé et étudié par quelque chose qui vit dans les espaces entre la civilisation humaine et la vraie nature sauvage. Quelque chose qui savait qu'il était là et voulait qu'il sache qu'il était observé. Histoire 4. Les tunnels de l'oubli. Mason était un historien amateur passionné par la documentation des hameaux oubliés et des fermes abandonnées éparpillées dans les contreforts des Appalaches du Kentucky. En septembre 2024, il faisait des recherches sur des lieux pour un projet patrimonial local parrainé par la Société historique du comté lorsqu'il découvrit des références à une vieille cabane enfouie dans les bois près de Pine Mountain. Selon les registres fonciers et les archives du comté, la ferme avait été abandonnée depuis les années 1950, lorsque les derniers résidents connus, une famille nommée Whittaker, avaient simplement disparu sans déposer de changement d'adresse ni laisser d'informations de réexpédition. La propriété était revenue à l'état des décennies plus tôt et faisait désormais partie de la plus grande forêt nationale Daniel Boone. Mason entra dans la forêt le 15 septembre avec son appareil photo, une unité GPS et du matériel de documentation historique. L'emplacement se trouvait à environ 10 km du sentier entretenu le plus proche, accessible uniquement en suivant une vieille route forestière qui avait été reprise par la croissance de la forêt au cours des 70 dernières années. Il gara son camion à un point d'accès forestier et commença la randonnée en utilisant des coordonnées GPS qu'il avait extrapolées à partir de vieilles cartes de relevé et de descriptions de propriétés. La randonnée prit la plupart de la matinée. Le terrain était difficile, escarpé par endroits, avec une végétation dense de lauriers des montagnes et de smilax qui ralentissait la progression. Lorsqu'il localisa enfin la cabane vers 13 h, elle était exactement comme il l'avait espéré, une structure effondrée avec des rondins faits main encore visibles sous des décennies de litière de feuilles et de végétation. La cheminée se dressait partiellement intacte, un témoignage de l'artisanat des bâtisseurs qui savaient que la pierre durait plus longtemps que tout le reste dans ces montagnes. Mason passa la première heure à photographier l'extérieur, documentant les techniques de construction et prenant des mesures pour son rapport. Mais en travaillant, il commença à remarquer des détails qui ne correspondaient pas à une structure abandonnée depuis 70 ans. Le foyer près de la cabane contenait des cendres qui semblaient récentes, pas les restes compacts et intégrés au sol que des décennies d'intempéries auraient produits. Des emballages de nourriture moderne étaient partiellement enterrés dans la terre près du porche effondré, des marques qu'il reconnaissait des épiceries actuelles. Et il y avait des traces de traînage dans la terre, menant de l'avant de la cabane vers l'arrière. Des sillons profonds suggérant que quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises le long du même chemin. En suivant les traces de traînage, Mason découvrit ce qu'il prit d'abord pour une entrée de cave à racines. Une porte en bois, usée mais fonctionnelle, était encastrée dans la colline derrière la cabane. La porte était sécurisée avec un cadenas moderne qui avait été forcé. Le verrou avait été coupé avec des coupes-boulons ou une scie à métaux. Mason photographia le cadenas, puis, contre son meilleur jugement, tira la porte ouverte. L'odeur qui en émana était accablante. Un mélange de terre humide, de matière organique en décomposition et de quelque chose d'autre qui lui retourna l'estomac. Il se couvrit le nez avec sa chemise et descendit les escaliers de bois brut dans l'obscurité, utilisant sa lampe torche pour éclairer l'espace en dessous. Ce qu'il trouva le fit s'arrêter à mi-chemin, son esprit luttant pour traiter ce que ses yeux lui montraient. La cave à racines avait été agrandie. Ce qui aurait dû être un petit espace de stockage creusé dans la colline était devenu un réseau de tunnels creusés à la main s'étendant dans plusieurs directions. Les murs étaient rudimentaires mais délibérés, étayés par endroits avec du bois de récupération et des pierres. La chambre principale faisait environ 4,5 mètres de large, avec un plafond assez haut pour qu'un adulte puisse se tenir debout. Des zones de couchage bordaient les murs, définies par des tas de matériel de camping volés, sacs de couchage, matelas gonflables, même quelques petites tentes installées dans l'espace souterrain comme pour fournir une intimité au sein de la zone commune plus large. Des étagères avaient été construites à partir de branches d'arbres, et accrochées à celles-ci se trouvaient des bandes de viande séchée à divers stades de conservation.
Mason ne voulait pas penser à quel genre de viande c'était. Le long d'un mur se trouvaient des provisions, des boîtes de conserve dont les étiquettes avaient été arrachées, des bidons d'eau en plastique, des bonbonnes de propane, des piles, toutes les nécessités banales de la survie disposées avec une étrange régularité suggérant une habitation permanente plutôt qu'un camping temporaire. Mais ce furent les murs eux-mêmes qui le perturbèrent vraiment. Gravés dans la terre et la pierre se trouvaient des marques de comptage, des milliers d'entre elles couvrant chaque surface disponible. Elles étaient organisées en groupes de 5, selon la méthode traditionnelle de comptage. Mason essaya de calculer combien il y en avait, mais abandonna lorsqu'il atteignit 500 et réalisa qu'il n'avait à peine couvert qu'une section d'un seul mur. Que comptait-il? Des jours? Des victimes? Quelque chose d'autre entièrement? Mason se força à continuer la documentation, prenant des photographies et des vidéos, sachant que c'était la preuve de quelque chose de significatif, même s'il ne comprenait pas encore quoi. Il s'aventura dans l'un des tunnels latéraux et trouva d'autres zones de couchage, d'autres provisions et des objets personnels troublants qui appartenaient clairement à d'autres personnes, des portefeuilles avec des cartes d'identité, des clés de voiture, des lunettes, des montres, des articles de vêtements triés et empilés comme dans un magasin de seconde main. Il photographia plusieurs des cartes d'identité, reconnaissant des permis de conduire de plusieurs États. Il était si concentré sur sa documentation qu'il faillit ne pas entendre les voix. Elles venaient d'en haut, de la zone de la cabane, étouffée mais devenant plus forte à mesure qu'elle s'approchait. Mason se figea, sa lampe torche toujours allumée, son cœur commençant à battre la chamade alors qu'il réalisait ce qui se passait. Les habitants revenaient, et il était piégé sous terre dans leur espace de vie. Les voix parlaient anglais, mais la grammaire était cassée, la syntaxe fausse, comme si les locuteurs avaient appris la langue de manière imparfaite ou ne l'avaient pas utilisée correctement depuis des années. Il entendit au moins 3 locuteurs distincts, peut-être plus, discutant de quelque chose à propos de pièges et de vérification de lignes, et quelqu'un mentionnant « l'homme qui est venu avant » et comment il l'avait gardé pendant des semaines avant qu'il n'arrête de respirer. Puis une voix dit quelque chose qui glaça le sang de Mason, « Vérifiez la cave. Le cadenas est forcé. » Mason chercha frénétiquement une autre sortie. L'entrée principale était la seule issue évidente, mais il devait y avoir autre chose. Ces tunnels étaient étendus, et des gens qui vivaient ainsi, qui devaient rester cachés, n'auraient jamais piégé eux-mêmes avec une seule route d'évasion. Il se déplaça plus profondément dans le système de tunnels, essayant de faire le moins de bruit possible, essayant de ne pas laisser la panique prendre le dessus sur sa réflexion. Il le trouva dans le 3e tunnel latéral. Il explora un passage étroit qui montait en pente raide. Il était à peine assez large pour ses épaules, et il dut se faufiler, poussant son sac à dos devant lui, raclant contre la terre et la roche. Derrière lui, il entendit des voix dans la chambre principale. Il entendit quelqu'un dire que le matériel avait été dérangé. Il entendit des pas se déplacer dans les tunnels. Le passage débouchait sur un gouffre, à environ 400 mètres de la cabane, un effondrement dans le lit de calcaire qui créait une cheminée naturelle vers la surface. Mason se hissa hors du trou, se moquant de la terre qui couvrait ses vêtements, ne se souciant de rien d'autre que de s'éloigner. Il pouvait entendre des cris en direction de la cabane, des voix élevées en colère ou en alerte. Il courut à travers la forêt, abandonnant toute tentative de discrétion ou de navigation, se déplaçant aussi vite que le terrain le permettait. Il tomba 2 fois, déchirant son pantalon et s'entaillant le genou sur une pierre tranchante, mais il ne s'arrêta pas. Après ce qui lui sembla des heures, mais qui était probablement 30 minutes, il trébucha sur une route forestière et la suivit en descente jusqu'à ce qu'il rencontre un camion avec 2 bûcherons qui faisaient un relevé de bois. Les bûcherons le conduisirent jusqu'à la ville la plus proche, et Mason appela la police d'État du Kentucky depuis une station-service. Il fit une déclaration formelle, fournit les coordonnées GPS de la cabane et leur montra les photographies sur son appareil photo. Les policiers prirent son rapport au sérieux, plus qu'ils ne l'auraient cru, et lui dirent qu'ils organiseraient une équipe de réponse. Le raid eut lieu 3 jours plus tard. Mason n'était pas présent, mais il reçut un briefing complet de l'enquêteur principal par la suite. Ils trouvèrent le complexe souterrain exactement comme il l'avait décrit, avec toutes les provisions et les effets personnels toujours en place. Les preuves suggéraient que plusieurs personnes y avaient vécu pendant des années, peut-être des décennies. Les objets personnels furent retracés jusqu'à des dizaines de personnes disparues, des randonneurs et des campeurs qui avaient disparu dans la région sur une période de 15 ans. 3 individus furent arrêtés en fuyant à travers la forêt pendant le raid. Il s'agissait d'hommes âgés d'environ 25 à 40 ans. Bien que les âges précis fussent difficiles à déterminer en raison de leurs conditions physiques et du fait qu'aucun d'eux n'avait d'identification ou de dossier.
Ils parlaient un anglais cassé et prétendaient avoir vécu dans la forêt toute leur vie, faisant partie d'une communauté plus large qui se déplaçait entre différents abris souterrains dans la forêt nationale. L'enquête révéla des preuves concernant cette personne disparue dont les affaires furent trouvées dans le complexe. 2 randonneurs furent retrouvés vivants, détenus dans une section scellée des tunnels que Mason n'avait pas découverte. Ils étaient affamés et traumatisés, mais survécurent. Les autres ne furent jamais récupérés, et les 3 individus arrêtés refusèrent de fournir des informations sur leur sort. Mason développa une claustrophobie sévère après l'incident. Il ne peut plus entrer dans des espaces confinés sans faire de crise de panique, ne peut plus monter dans des ascenseurs ou descendre dans des sous-sols. Il abandonna son travail de recherche historique et prit un emploi en tant que professeur d'histoire au lycée, où il reste dans des salles de classe bien éclairées avec des fenêtres et n'a jamais à s'aventurer dans des espaces sombres et confinés. Il pense souvent aux 2 personnes qui furent retrouvées vivantes, à la façon dont elles survécurent des semaines ou des mois dans ces tunnels, et aux autres qui n'eurent pas cette chance. L'enquête révéla que le complexe souterrain n'était que l'un des plusieurs sites similaires dans la forêt nationale, suggérant un réseau de personnes vivant complètement hors réseau, survivant par le vol et peut-être pire. La plupart des autres sites ne furent jamais trouvés malgré des recherches approfondies. La ferme fut comblée avec du béton, et toute la zone fut marquée de panneaux interdisant le passage. Le projet patrimonial sur lequel Mason travaillait fut discrètement abandonné. Parfois, il se demande ce que sont devenus les individus qui s'échappèrent pendant le raid, s'ils sont retournés dans leur foyer souterrain ou s'ils se sont enfoncés plus profondément dans les montagnes, où les forces de l'ordre ne les trouveront jamais. Et il se demande combien d'autres fermes abandonnées à travers les Appalaches cachent des secrets similaires. Combien de lieux oubliés servent de portail vers un monde qui existe en parallèle à la civilisation, mais suit des règles entièrement différentes. Histoire 5. Les voies de la forêt. Lucas, 21 ans, était étudiant en 3e année à Virginia Tech, où il étudiait les sciences de l'environnement. Avec 2 amis, il planifia un voyage de randonnée en sac à dos le long de l'Appalachian Trail dans le sud-ouest de la Virginie pendant la 2e semaine d'avril 2024. Le groupe était composé de Lucas, son colocataire Derek et leur amie Emma, tous des randonneurs expérimentés qui avaient déjà parcouru des sections du sentier. Ils prévoyaient de randonner sur un tronçon de 24 km à partir du départ du sentier d'Icky Gap, en campant de nuit avant de terminer à l'abri Partnership près de Marion. Ils commencèrent leur randonnée le vendredi après-midi, le 12 avril, progressant rapidement sur le sentier bien entretenu. Le temps était parfait pour une randonnée printanière, avec des températures dans les 15 degrés pendant la journée, descendant à environ 5 degrés la nuit. La forêt était vivante avec les sons des oiseaux chanteurs de retour et le murmure des ruisseaux gonflés par la fonte des neiges des altitudes plus élevées. En fin d'après-midi, ils atteignirent leur campement prévu près d'un abri de sentier, une structure en bois à 3 côtés avec une plateforme de couchage surélevée pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. 2 autres randonneurs occupaient déjà l'abri, un couple de Caroline du Nord faisant une randonnée par section. Lucas et ses amis décidèrent donc d'installer leur tente à environ 200 mètres de là, dans une clairière offrant plus d'intimité et une meilleure vue sur la forêt environnante. Ils établirent leur camp, préparèrent le dîner sur leur réchaud portable et passèrent la soirée autour d'un petit feu, profitant de l'isolement que seule la randonnée en arrière-pays peut offrir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas apparut vers 22 heures. Le feu s'était réduit en braise, et ils se préparaient à se retirer dans leur tente lorsqu'ils entendirent des hurlements provenant de plusieurs directions. Au début, Lucas supposa que c'étaient des coyotes, communs dans la région et souvent vocaux la nuit. Mais en écoutant plus attentivement, les sons étaient faux. Trop variés en tonalité, trop coordonnés, montant et descendant selon des schémas qui semblaient presque musicaux, comme s'ils communiquaient des informations complexes plutôt que de simplement marquer leur territoire ou d'appeler leurs compagnons de meute. Derek, qui avait grandi en chassant dans la Virginie rurale et était familier avec les sons de la faune, dit qu'il n'avait jamais entendu des coyotes faire des vocalises comme celle-là. Les hurlements continuèrent pendant plusieurs minutes, provenant d'au moins 4 ou 5 endroits différents autour de leur camp, puis s'arrêtèrent brusquement. Le silence soudain était d'une certaine manière pire que les hurlements, oppressant et expectatif, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Emma suggéra d'éteindre le feu et de se mettre dans leur tente. Quelque chose dans la situation leur semblait décalé, bien qu'aucun d'eux ne puisse articuler exactement ce qui déclenchait leur malaise. Ils éteignirent les braises avec de l'eau de leurs bouteilles et se retirèrent dans leurs tentes respectives. Lucas partageait une tente pour 2 personnes avec Derek, tandis qu'Emma avait son propre abri pour une personne. Ils convinrent de garder leurs téléphones allumés et leur spray anti-ours accessible, au cas où. Vers 23h30, Derek annonça qu'il devait aller aux toilettes et qu'il allait marcher jusqu'au ruisseau voisin.
Lucas lui dit de prendre une lampe torche et son téléphone, et Derek l'assura qu'il irait bien, qu'il n'allait qu'à 20 mètres. Lucas resta dans son sac de couchage, écoutant les pas de Derek s'éloigner, écoutant le son de son ami se soulager, écoutant les bruits normaux de quelqu'un se déplaçant dans la forêt la nuit. Puis les sons s'arrêtèrent. Lucas attendit, comptant les secondes dans sa tête, donnant à Derek le temps de finir et de commencer à revenir, mais les pas ne reprirent pas. À la place, il y eut un silence, complet et absolu, comme si chaque créature de la forêt avait disparu ou arrêté de bouger simultanément. Lucas appela le nom de Derek, d'abord doucement, puis plus fort. Aucune réponse. Il ouvrit la fermeture éclair de sa tente et attrapa sa lampe torche, balayant le faisceau vers le ruisseau où Derek aurait dû se trouver. La lumière attrapa le sac à dos de Derek posé par terre près de l'endroit où il se tenait, mais Derek lui-même avait disparu. Lucas appela à nouveau, plus fort cette fois, et Emma émergea de sa tente, demandant ce qui n'allait pas. Ensemble, ils marchèrent vers le ruisseau, suivant la trace de Derek, l'appelant par son nom. Ils trouvèrent les affaires de Derek éparpillées le long de la berge du ruisseau. Son sac à dos avait été ouvert de force, le contenu sorti et jeté dans toutes les directions. Sa bouteille d'eau était par terre, son téléphone gisait dans l'eau peu profonde, l'écran fissuré. Mais Derek avait disparu. Le faisceau de leur lampe torchée ne révéla aucun signe de lutte, pas de sang, aucune indication de ce qui s'était passé dans les quelques secondes depuis qu'ils s'étaient éloignés du camp. Puis ils entendirent sa voix. Elle venait des profondeurs de la forêt, à au moins 100 mètres de distance, appelant à l'aide. Lucas et Emma coururent vers le son, se faufilant à travers les sous-bois. Mais la voix continuait à bouger, restant toujours devant eux, toujours hors de portée. Après plusieurs minutes de poursuite, Emma attrapa le bras de Lucas et l'arrêta. Elle respirait fort, son visage pâle dans le faisceau de la lampe torche, et dit quelque chose qui glaça le sang de Lucas, ça ne ressemble pas exactement à Derek. Écoute. Écoute vraiment. Lucas se concentra sur la voix appelant à l'aide, et il réalisa qu'Emma avait raison. Les mots étaient corrects. La tonalité était proche, mais il y avait quelque chose d'artificiel. Quelque chose de plat et de faux, comme un enregistrement en cours de lecture ou quelqu'un imitant la voix de Derek sans tout à fait la perfectionner. Ils s'arrêtèrent et restèrent silencieux dans l'obscurité, et la voix cessa d'appeler. Pendant un long moment, il n'y eut rien d'autre que le son de leur propre respiration et le murmure lointain de l'eau sur les rochers. Puis les hurlements recommencèrent, plus proches cette fois, tout autour d'eux. Mais maintenant, Lucas pouvait entendre, sous les hurlements, quelque chose qui ressemblait de manière troublante à des voix humaines, comme des gens hurlant ou riant, mélangés aux vocalises animales. Emma attrapa la main de Lucas, et ils coururent vers le camp, se moquant du bruit qu'ils faisaient, concentrés uniquement sur atteindre la relative sécurité de la clairière et de leur tente. Ils y parvinrent pour trouver que le couple de l'abri avait entendu le remue-ménage et était venu enquêter. Lucas expliqua ce qui s'était passé, que Derek avait disparu, qu'ils avaient entendu sa voix mais ne pouvaient pas le trouver. L'homme plus âgé, qui s'appelait Richard, suggéra immédiatement d'aller à l'abri où il y avait plus de monde et une meilleure protection. Les 5 d'entre eux, Lucas et Emma plus Richard et sa femme Sarah, se précipitèrent vers l'abri de sentier avec tout l'équipement qu'ils pouvaient rassembler rapidement. À l'intérieur de l'abri, ils barricadèrent le côté ouvert avec leurs sacs à dos et leur équipement de camping, créant un mur de fortune. Richard avait un appareil de messagerie par satellite et l'utilisa pour envoyer un message d'urgence aux autorités, signalant un randonneur disparu et demandant une assistance immédiate. La réponse confirma que les secours avaient été avertis et se déploieraient à la première lumière, mais l'aide était à des heures de distance. Les hurlements s'intensifièrent. Ils encerclaient l'abri, se déplaçant en un cercle qui suggérait une coordination et une intelligence bien au-delà de tout animal que Lucas avait rencontré. Et mélangés aux hurlements, il y avait d'autres sons, des rochers lancés contre les murs de l'abri, des impacts lourds qui faisaient trembler la structure en bois. Quelque chose testait leur défense, sondant les faiblesses. Puis la voix recommença. Mais cette fois, ce n'était pas seulement celle de Derek. Lucas entendit sa propre voix appeler depuis l'obscurité. Il entendit la voix d'Emma. Il entendit la voix de sa mère l'appeler par son nom. L'imitation était imparfaite, mais suffisamment proche pour être profondément troublante. Suffisamment proche pour que, pendant un moment, son esprit veuille croire que c'était réel. Veuille répondre et aller vers celui qui appelait. Emma se couvrit les oreilles et se pressa contre le mur du fond de l'abri, des larmes coulant sur son visage. Richard garda son couteau de chasse à la main et dit à tout le monde de rester calme, de rester ensemble et de ne pas répondre aux voix, peu importe ce qu'elles disaient.
Il expliqua qu'il avait entendu des histoires sur des choses dans les profondes forêts des Appalaches qui chassaient de cette manière, utilisant le son et l'imitation pour attirer les gens loin de la sécurité. Il les avait rejetés comme du folklore et des histoires de feux de camp, mais il ne les rejetait plus. Le siège continua toute la nuit. Les voix appelaient, les rochers volaient, et parfois ils voyaient des mouvements dans l'obscurité au-delà de leurs faisceaux de lampes torches. Des silhouettes qui étaient à peu près humaines mais se déplaçaient de manière fausse, voûtée et rapide, se déplaçant près du sol. Aucun d'eux ne dormit. Ils restèrent serrés dans l'abri, armes prêtes, attendant l'aube et priant pour qu'elle arrive avant que ceux qui étaient dehors ne décident de les attaquer directement. Lorsque les premières lueurs grises commencèrent à filtrer à travers les arbres vers 5h30 du matin, le son cessa. Les voix se turent, les hurlements s'arrêtèrent, et la forêt retrouva progressivement ses sons normaux. Des oiseaux appelant, des écureuils se déplaçant dans les branches. Lucas s'aventura au bord de l'abri et regarda leur campement. Les tentes étaient toujours debout, mais tout le reste avait été éparpillé et déchiré. Puis Derek émergea de la lisière des arbres. Il était en vie, conscient, mais en hypothermie et couvert d'égratignures. Il s'effondra près de l'abri, et ils le tirèrent à l'intérieur et l'enveloppèrent dans des sacs de couchage. Il était incohérent, marmonnant à propos de courses et de cachettes, de visages dans l'obscurité qui n'étaient pas tout à fait humains. Il n'avait aucun souvenir de la manière dont il s'était éloigné du ruisseau ou de l'endroit où il avait été pendant les 6 dernières heures. Les secours arrivèrent par hélicoptère vers 8h du matin, atterrissant dans une clairière à 1,5 km de l'abri. Les paramédics traitèrent Derek pour hypothermie, égratignure et choc. Le groupe fut évacué par véhicule depuis la route d'accès la plus proche, et Derek fut transporté à l'hôpital de Marion pour évaluation. Physiquement, il se rétablit en quelques jours. Les égratignures étaient superficielles. L'hypothermie se résorba avec réchauffement et hydratation. Mais psychologiquement, quelque chose s'était brisé. Il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé après avoir quitté le campement, et les médecins attribuèrent la perte de mémoire à un traumatisme et au stress. Les rangers du parc enquêtèrent sur la scène et trouvèrent l'équipement éparpillé, le campement endommagé et de nombreuses traces dans la terre molle autour de l'abri et du ruisseau. Les traces étaient des pieds nus, de forme humaine, mais avec des orteils allongés et un schéma de démarche inhabituel. Le rapport officiel classa l'incident comme une rencontre avec une faune agressive, peut-être des ours ou une meute de coyotes, combinée à de la panique et au stress environnemental. Les voix imitées furent attribuées aux propriétés acoustiques de la forêt et à l'état psychologique des témoins. Lucas se transféra dans une autre université à la fin du semestre. Il ne pouvait pas rester dans le sud-ouest de la Virginie, ne pouvait pas passer devant les montagnes sans sentir le poids de ce qui s'était passé peser sur sa poitrine. Il déménagea à l'université du Maryland, aussi loin de l'Appalachian Trail qu'il pouvait le faire tout en restant sur la côte est. Il apprit des mois plus tard que 3 autres randonneurs avaient disparu de la même section de sentier en mai, quelques semaines seulement après son expérience. Les équipes de recherche cherchèrent pendant 5 jours avant d'abandonner en raison du mauvais temps. Les randonneurs ne furent jamais retrouvés, bien que leur équipement fût découvert éparpillé près du même abri où Lucas avait passé cette nuit terrifiante. L'abri fut retiré par le service des parcs peu après, officiellement en raison de problèmes structurels et d'entretien. La section du sentier fut détournée, ajoutant 3 km au parcours, mais évitant la zone où les incidents s'étaient produits. Derek ne parla jamais de cette nuit-là, refusant d'en discuter même avec Lucas et Emma. Il abandonna ses études et retourna vivre chez ses parents. La dernière fois que Lucas en eut des nouvelles, il travaillait dans un magasin de bricolage et voyait un thérapeute 2 fois par semaine pour anxiété et ESPT. Emma termina ses études mais abandonna complètement la randonnée. Elle échangea ses activités de plein air contre des passe-temps qui la gardaient dans des zones peuplées, où l'aide était toujours à proximité. Lucas y pense souvent, à la coordination des hurlements, à la perfection de l'imitation, au nombre qu'ils devaient être, encerclant l'abri. Il pense aux 3 randonneurs qui disparurent ensuite, s'ils ont entendu des voix les appelant dans l'obscurité, si quelqu'un trouvera un jour ce qu'il reste d'eux dans les vallons profonds où les anciennes règles s'appliquent encore. Et à quelque chose qui fut un jour humain, ou peut-être qui ne l'a jamais été, qui continue de chasser en utilisant des sons exploitant les vulnérabilités les plus profondes de la psychologie humaine. Et il se demande combien d'autres endroits le long des 3200 km de l'Appalachian Trail sont marqués par des incidents similaires qui ne font jamais les nouvelles, qui ne sont jamais correctement investigués. Parce qu'admettre la vérité signifierait reconnaître qu'il y a des choses dans ces anciennes forêts qui sont plus intelligentes, plus patientes et beaucoup plus dangereuses que quiconque ne veut le croire.